le Soleil et la Terre. Solistera, c'est complètement alimenté par les panneaux solaires. Donc, son énergie, ça vient du Soleil. L'électricité qui génère Solistera, c'est du Soleil. Puis la Terre, les bâtiments de Solistera, ils viennent de la Terre. Le crépi est fait à partir du sable qu'il y a ici, sur le site même. Tout le bois que vous voyez, c'était des arbres qui étaient ici. Donc, c'est ça, fait que Soleil et Terre. L'idée, c'est de se faire un travail ici. Puis on s'est dit, mais comment qu'on pourrait travailler ici, à Casabazois? Puis on s'est dit, ben, lui, mon mari est spécialiste en énergie renouvelable. Moi, je suis architecte. Fait que pour nous, c'est naturel de bâtir comme ça. Fait qu'on s'est dit, bon, on va bâtir quelque chose, puis voir si les gens voudraient louer ça. Puis sinon, s'ils ne veulent pas, ben, ça sera notre maison, on l'habitera. Moi, ma spécialité, c'est les énergies renouvelables. C'est ma passion. Puis je fais ça ailleurs aussi. Je fais ça indépendante, autonome. Un travail autonome à ce niveau-là aussi. Moi, ça me dépasse que toute l'énergie que j'ai besoin dans ma vie, ça vient du soleil. Je ne comprends pas pourquoi on n'en profite pas plus d'aller la chercher direct. Et là, tous les jours, ça a toujours été là, puis tant qu'on est en vie, elle va toujours être là. Me semble que c'est tellement simple d'aller à la vraie source d'énergie parce que sa planète n'a qu'une. Si on coupe le soleil, tout meurt. D'abord, je pense qu'à la place d'aller courir après l'huile, puis toutes sortes d'autres systèmes moi, ce que j'appelle ça des systèmes d'entreposage d'énergie, on devrait juste aller à la source. Je pense que c'est vraiment bien que l'électricité, c'est avec des panneaux solaires et une éolienne ici. C'est vraiment bien, je trouve, parce qu'on n'a pas besoin de dépenser d'argent sur l'électricité, puis c'est vraiment bien. J'ai réalisé qu'en fait, la paille, c'est le matériau de construction le plus utilisé sur la Terre. Au Québec, moi, j'ai grandi ici, tout ça, je n'avais jamais réalisé ça. Mais c'est en voyageant, puis en allant à la découverte de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait une maison en paille, c'est là que j'ai appris tout ça. Ce qui arrive, c'est souvent, on a des grands groupes. Le chalet Rosa, il est fait pour 16 personnes. Puis parmi ces 16 personnes, souvent, il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement, qui s'intéresse à des panneaux solaires ou à la paille. D'abord, ça peut accommoder tous ces gens-là en même temps. On a déjà eu des clientes qui ont loué le chalet parce que leur petite fille ou leur neveu ou leur nièce s'intéresse à la paille ou s'intéresse à des panneaux solaires. Puis même, on fait des présentations pour ceux qui demandent. Il y a des gens qui louent ça et sont tellement intéressés par le concept qu'ils nous posent des questions. Puis on dit, regarde, on va venir faire une petite présentation d'une demi-heure pour que vous compreniez mieux c'est quoi. Il y a une maladie, mon mari et moi, on appelle ça la fièvre de la paille. Quand on implique des gens dans nos projets de construction de paille, ils deviennent fous. Ils ne veulent plus arrêter. Ils sont comme... Puis là, il faut qu'on les ralentisse parce que, tu sais, les murs, c'est facile à faire, ça se fait bien, mais il faut que ce soit bien droit, beau, tout ça. Puis là, ils sont tout fiévreux. Puis après ça, ils pensent juste à la paille. C'est très emballant parce que c'est un matériau qui garde au frais, qui garde au chaud, qui est facile à utiliser, qui ne va pas moisir. Il va composter au lieu de moisir. Donc, c'est dur de trouver une raison de ne pas être emballé par la paille. Quand on a installé ce cadre-là, tout le mur, toute la maison, en fait, était en paille. On voyait que la paille. C'est avant qu'on fasse le crépi. Alors, on a installé le cadre directement sur la paille. Il y avait de la paille tout le tour aussi. Et là, on a mis le crépi, une couche, 2 couches, 3 couches. Et on voit ce qu'il y a en dessous de tout le crépi de la maison. J'adore ça parce que tu vois comment c'est bâti, tu vois tout, absolument tout. Les charpentes des chalets Solistera sont des charpentes traditionnelles françaises, donc, qui sont venues de la France en Nouvelle-France. Donc, les charpentes qu'on retrouve le long du Saint-Laurent, c'est cette technique-là. Il y a différentes techniques de charpente. Mais celle-là, avec la jambe de force, c'est des tenons et mortaises à chaque joint et c'est chevillé, avec des chevilles soit d'érable ou de chêne. Nous, dans notre cas, c'est des chevilles d'érable qu'on retrouve à Solistera. Ça fait des maisons très spéciales parce que normalement,
On n'a pas besoin de la chauffer pendant environ 5 jours, je pense. Là. Puis, c'est pas mal spécial, ça. Tu la chauffes une fois, puis après ça, pas besoin de la chauffer pendant un petit bout de temps. On prend le crochet parce que les portes sont trop chaudes. La masse thermique ne vient jamais extrêmement chaude, on peut toucher partout. Mais les portes, en effet, pendant le feu il est en marche, ils viennent très chaudes. Comme la boîte elle monte à 2000 degrés. On revient à la principe de masse thermique. D'abord, l'énergie qui est produite par la fouillée de masse est retenue. Elle n'est pas gaspillée, elle n'est pas relâchée à le réchauffement planétaire. Moi, je ne sais pas de chauffer la planète, j'essaie de chauffer ma maison. C'est le système le plus efficace que j'ai trouvé. D'abord, le chaleur créée par la fouillée de masse, en même temps que chauffer l'espace autour, puis emmagasiner beaucoup de chaleur, il va aussi chauffer le glycol qui circule dans les planchers, qui chauffe les planchers. Et la paille, c'est très simple, ça peut être fait hyper bien, hyper simple. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a séduite dans la paille. Fait que ce que j'ai vu par les gens qui faisaient ça, moi, mon réflexe a été de le simplifier au lieu de le complexifier. Mais c'était vraiment un instinct, je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai pas vu personne d'autre qui construisait en paille comme ça. Puis je sais vraiment pas pourquoi. Moi, je le dis à tout le monde comment je le fais, c'est pas un secret. Peut-être qu'ils réalisent pas à quel point la couture est forte. Tous les murs sont cousus. C'est comme une machine à coudre. Il y a une personne à l'extérieur, on a fait des grandes aiguilles. Il y a une personne à l'extérieur, une personne à l'intérieur. La personne à l'intérieur, elle a la bobine qu'on trouve en dessous de la machine à coudre. Celle à l'extérieur, elle a aussi une bobine avec l'aiguille. Elle passe une boucle de l'aiguille, l'autre passe la bobine dans la boucle et on tire, et on tire, et on coud comme ça. Et là, on passe d'un mur qui est empilé comme en bloc Lego où tu appuies et ça ballotte, là. Et là, le mur cousu, il bouge, mais pas d'un poil, pas du tout. C'est d'une solidité spectaculaire. On a une maison, bien, en effet, à ma connaissance, la maison en paille la plus haute au monde. On a une maison qui est complètement autonome au niveau d'énergétique. Puis on a un lac privé. Il y a beaucoup de monde comme de secondaire 4 qui viennent, puis ils bâtissent des affaires comme là, une maison là-bas, là, en arrière, puis est bâtie par eux. Moi, je me rappelle, je faisais les bords de fenêtre. La petite maison. Il y a des élèves d'une école qui viennent prendre des ateliers chez nous pour apprendre ces constructions-là. Comme vous voyez, la finition n'est pas douce, mais c'est un groupe d'enfants de 13 ans qui l'ont fabriqué la remise pour protéger notre génératrice de l'hiver. Il y a plusieurs façons de faire un mur en crépi, puis il y a plusieurs recettes. Normalement, quand on fait une construction de paille, on regarde le sol du terrain où on construit. Ici, c'est du sable. C'est le matériau principal dans le crépi. Il y a environ 9 fois plus de sable que tout autre matériau dans le crépi. Ensuite, on ajoute de la chaux qui rend le crépi plus flexible pour éviter qu'il craque. Et puis un peu de portland pour le stabiliser, pour pas qu'il se délaye si on le lave. Il peut y avoir aussi de l'argile, on peut mettre des fibres de paille, tout ça. Il y a différentes recettes de crépi. Et le crépi, on l'applique en 3 fois. La première couche, on le met directement sur la paille. Et donc, cette couche-là est touffue. Quand elle est séchée, il y a plein de brindilles de paille qui sortent. La deuxième couche, on vient vraiment complètement cacher la paille. Et on la gratte après pour que la troisième couche adhère bien. Et la troisième couche, c'est celle qu'on flatte. On peut la flatter à la main, on peut la flatter à la truelle. Le mur ici, il a été flatté à la truelle. On a fait un, c'est ça, qui s'est bien loué, puis ensuite on a construit l'autre qui se loue bien aussi. Et là, on contemple construire le prochain, qui va s'appeler le petit bleuet. Il va être dans un champ de bleuets, puis il va être plus petit. D'où son nom. Ils ont tous des raisons pour leur nom. Rosa, c'est ici. Elle, c'est parce qu'il y a des rosiers sauvages qu'on a trouvés sur le terrain. Puis Pinéa, c'est dans une pinède, elle est entourée de pins géants. Alors, ils ont chacun. Mais ils sont tous sur le lac, qui est un lac tout en sable. À ce temps-ci de l'année, on ne voit pas. Mais c'est un lac tout en sable fin. Et puis, ils ont chacun leur plage. En ayant un gros domaine, on peut contrôler l'environnement, pas juste au chalet, mais autour du chalet. Nos lacs restent en santé parce qu'il n'y a jamais de bateau à moteur dedans. On aimerait ça prendre l'expansion. On prévoit bâtir une 3e chalet les prochaines quelques années.
Le plan original était de 10 chalets. On ne voulait pas mettre plus que ça, on ne voulait pas inonder le lac avec des chalets. On ne voulait pas avoir comme beaucoup de lacs où les chalets, c'est comme du bois cordé autour. On comprend que l'espace autour des chalets, c'est très important aussi. Nous, ce qu'on aimerait, nous deux, Dominique et moi, on a une vision de même peut-être un jour un village écologique. Surtout que nous, on comprend qu'il n'y a pas de sacrifice. Moi, j'essaie de changer cette mentalité qu'il y a des sacrifices pour être environnemental. Il y a des adaptations. C'est sûr que ce n'est pas pareil. Comme exemple, nous, on va passer à la balieuse quand il fait soleil. Des journées de pluie, on fait d'autres choses. J'ai un rêve, puis ça se peut que ça se réalise. C'est de faire plusieurs travails et, à un moment donné, d'être assez riche pour acheter plus de terrain pour faire sûr que personne les coupe les arbres et tout. Fait que c'est pas mal mon rêve. Je voudrais arrêter la pollution. Fait que, comme moi, quand je vais au magasin, là, je demande pas de sacs en plastique. Tu sais, les sacs en plastique qu'ils donnent, là. Un petit conseil, prenez pas d'un sac en plastique parce que ça utilise plein de matériaux puis ça pollue.